Donc, autour de la table, Bertrand Martineau. Salut Bertrand. Salut. Conseiller emploi pour travail social, syndical, pour l'Institut Montaigne. Wilfried Galland. Salut Wilfried. Stéphane. Stratégiste Montpensier Finance. Bon, alors d'abord, question très ouverte, pas encore monde du travail, etc. et tout. Mais en fait, je dois vous dire, c'est la posture que j'ai prise en fait depuis quelques jours. Et on a beau dire à un moment quand même, Emmanuel Macron, il a un certain talent. La phrase, c'est pas les casseroles qui font avancer la France. Je me dis qu'il y a là quelque chose peut-être d'un peu efficace pour que chacun se mette en face de ses propres convictions. À un moment, qu'est-ce qu'on veut pour le pays, quoi. Voilà. Je trouve que cette phrase est efficace. Ouais, moi, ce qui me... En gros, est-ce que quand même, pardon, Wilfried, je précise la question, la réaction qui m'a un peu surprise d'Elisabeth Borne au soir de la décision du Conseil constitutionnel, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Tu comprends qu'elle veut essayer de passer de la pommade à ceux qui sont quand même bel et bien vaincus, mais il y a un vainqueur, qu'on le veuille ou non, le président de la République. Il y a des institutions qui font preuve de leur solidité, et il y a des vaincus. Vas-y, Wilfried, comment tu vois ça ? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, dans cette fin de séquence, si on se retourne un peu, on voit, si on prend une analyse économique, un vocabulaire économique qu'on connaît bien, une grande différence entre ce que j'appelle les hard data et les soft data. C'est-à-dire, en fait, quand on regarde, par exemple, les sondages, donc tout ce qui est soft data, on a une opposition très forte à cette réforme des retraites, et un soutien très fort également à tous les mouvements qui auraient été susceptibles de revenir en arrière. Et puis, en parallèle, on a des données dures de production qui correspondent dans des choix économiques. Vous faites un choix en échange de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, en fait, vous êtes prêt à abandonner quelque chose, à payer quelque chose pour avoir quelque chose. C'est ça qui mesure l'intensité et la réalité de votre choix. Et donc, en l'occurrence, c'est effectivement soit la participation à des mouvements, soit effectivement le fait d'avoir des heures de grève. Et là, dans tout ce mouvement, on a eu une intensité dans les données dures beaucoup plus faible que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Non seulement si on compare effectivement au grand mouvement romantisé de 1995, mais même quand on comparait au précédent mouvement sur la réforme des retraites de 2019, on n'avait pas du tout eu ça en termes d'intensité. Et la phrase que tu cites montre aussi qu'il faut prendre conscience de ce décalage. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont extrêmement mobilisés, effectivement, et qui le disent et qui l'expriment avec force et parfois d'ailleurs avec un peu trop fort, mais en tout cas qui le disent très très nettement. Et puis on a tout un ensemble de personnes qui finalement, dans leurs actes, montrent qu'il faut peut-être passer à autre chose. Et peut-être que cette phrase-là est le signal, en moins brutal, de dire, voilà, effectivement, maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé, on va aussi s'intéresser à ceux... Mais y compris dans les transports, d'ailleurs. Bien sûr, mais évidemment. Mais c'est ça qui est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'en 2019, on avait eu des transports totalement bloqués à Paris, en particulier avec la RATP. On n'a pas du tout eu ça, mais pas du tout. Même dans les grandes journées de manifestation sur cette séquence-là. La SNCF a été finalement peu perturbée par rapport à d'autres séquences, et on a eu droit effectivement à des images très frappantes de poubelles qui s'entassaient dans Paris, mais au bout d'un certain temps, on a eu ce communiqué à la fois frappant et j'allais dire presque émouvant de la CGT disant on arrête parce qu'on a tout simplement plus de grévistes. On n'a plus assez de grévistes, mais attention, on va relancer. Donc ils ont relancé il y a une semaine, on voit que il se passe rien en fait. Et donc on a un vrai décalage entre ce qu'on est prêt à donner pour échanger et les déclarations. Peut-être que les poubelles ont servi d'exutoire en fait. Non, mais tu vois, t'avais quelque part une image, oui, très photogénique. Ouais, voilà, t'avais quelque part une image de la brutalité, enfin de la réalité de la mobilisation, d'ailleurs énormément reprise par la presse internationale. Oui, tout à fait. Et donc ça suffisait à masquer ce que tu décris. Ouais. Bertrand, comment tu regardes ça ? Alors déjà, sur la question des vainqueurs et des vaincus, moi je crois qu'il y a pratiquement que des vaincus. Le seul vainqueur, c'est les institutions. C'est ce que je disais. Ouais. Voilà, elles sont solides, elles résistent, chacun a joué son rôle.
Et peut-être que si on va vers des crises beaucoup plus graves, parce que là c'est vraiment une mini-crise, hein, si on va vers des crises beaucoup plus graves, on sera peut-être bien content d'avoir les institutions qu'on a. Ouais. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Non, mais c'est intéressant, Bertrand. Je suis un fanatique de la Constitution de la Ve République. Oui, voilà, c'est ça. Non, Après, j'entends on partout. l'utilise plus ou moins bien, mais- On en dira un mot, parce que je l'ai lu ce matin là, dans les Échos, un point de vue d'un économiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Étienne Vasmer, c'est très intéressant, je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire, très intéressant, je vous dirai ça. Et c'est vrai qu'on entend partout des idées formidables pour modifier les institutions, comme si elles avaient failli. C'est tout une, le contraire. c'est une des rares choses qui ne faillit pas dans Mais ce pays. bien Si sûr. je voulais, voilà. La France a beaucoup de, on a beaucoup de handicaps maintenant, mais on a quand même un certain nombre d'atouts. Et parmi ces atouts, il y a notre Constitution. La Voilà. solidité de l'État. La sollicité de notre Constitution. Je ne dis pas notre système politique, notre système de parti, la valeur des gens et des autres, etc. Mais l'efficacité des institutions et le fait qu'elles permettent de trancher, justement, et c'est pas pour rien que le général de Gaulle les avait faites, il connaissait quand même plutôt bien l'histoire de France et l'état d'esprit politique des Français, et il savait très bien qu'il fallait des institutions taillées un petit peu à la spécificité française. Voilà, donc on nous parle de modèle allemand, de modèle anglais, de modèle... Bon, en fait, non, chaque modèle, c'est profondément national. Bon. Et cette constitution, et ça se voit, correspond assez bien à l'esprit national qui, à la fois, réclame de l'autorité et en même temps un esprit gaulois, frondeur et limite insurrectionnel. Et donc, c'est probablement de bonnes institutions et ça se voit à chaque fois. Maintenant, je partage totalement ce qui vient d'être dit. Il y a une différence gigantesque entre l'ampleur de la mobilisation sociale qui est de basse intensité, je suis désolé, par rapport aux 3 réformes de retraite précédentes, on est plutôt dans des basses eaux. Par rapport à la loi El Khomri, qui n'était quand même pas à la Révolution, mais qui a quand même déchaîné une violence extraordinaire. Oui. C'est le début des grandes Tout violences. ça pour inverser la hiérarchie des normes sur la durée du temps de travail. C'est pas non plus... Oui, mais là, c'est un peu comme la grève des poubelles, il ne faut peut-être pas se gourer. C'est-à-dire c'était la première fois que la police se trouvait confrontée à ces fameux black blocs là, qui sont devenus maintenant célèbres partout. Voilà. Bon, donc, il y a une différence entre, effectivement, le niveau de lecture sociale où le niveau de la mobilisation est très faible, effectivement, par rapport à ce qu'on a vécu. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire, bon, allez, c'est la 4e réforme des retraites. À chaque fois, c'est le même système. À chaque fois, les gens sont dans la rue, les gens sont pas contents, les Français sont pas contents. À chaque fois, ça passe. Et puis après, hop, on recommence comme avant. Donc ça, c'est une première lecture possible, jusqu'à la prochaine, parce qu'il y aura bien entendu une prochaine réforme des retraites. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture. Après tout, bon. Et puis, effectivement, il y a le fait que, probablement, la déconnexion entre le chef de l'État et la population a continué de s'accroître. Bon, le fossé était déjà assez important. Et alors là, on arrive sur des problèmes de personnes, probablement, et là, les institutions sont incapables de régler un problème de personnes. Il y a un problème de personnalité. Est-ce qu'il sent le pays? Est-ce que, voilà, il y a des difficultés comme ça qui vont très au-delà de ce qu'on peut dire. Bertrand, je ne sais pas, c'est quoi le... Pardon, on fréquente trop les entreprises. C'est quoi le KPI de la déconnexion? Qu'est-ce qui te permet de mesurer la déconnexion? Il faut quand même regarder, Wilfried parlait bien la différence entre les hard data et soft data. Il faut aussi regarder les softs quand même. Ben oui, mais si tu regardes les softs, tu n'avances plus. Ah mais je dis pas qu'il faut suivre les softs et obéir aux softs. Je dis juste qu'il faut quand même les regarder aussi. Oui, mais c'est pas parce que... La popularité du chef de l'État, alors qui n'est pas nouvelle non plus, parce que là aussi, alors il y a un esprit un peu journalistique de très court terme, mais regardons les codes de popularité de Sarkozy au pire moment. Regardons les codes de popularité de Hollande au pire moment. Regardons les codes de popularité de Chirac au pire moment, par exemple en 2005, quand il a perdu le référendum. Bon, mais c'était absolument catastrophique. Et à chaque fois, on nous faisait le coup le quinquennat est fini. Alors dans le cas de Chirac, il était fini avant d'avoir commencé en 2002, c'est vrai. Mais les autres, on continue à gouverner normalement. Oui, mais Bertrand, c'est ça le sujet, c'est-à-dire... Non, c'est juste pour ton sujet de déconnexion, parce que ça aussi, je l'entends partout, le fameux hors-sol, c'est le nouveau point Godwin là, de tout débat, c'est vous êtes hors-sol, etc. Le gars, à un moment, il dit, il y a un sujet de finances publiques, on en pense ce qu'on veut, et je vais aller... Enfin, le fait que cette réforme soit une réformette, c'est peut-être aussi l'idée, je vais aller vers le plus de compromis possible vers lesquels je peux aller, le plus acceptable, tout en quand même essayant de gratter quelques milliards tous les ans sur ce système de retraite. Je ne vois pas en quoi ça fonde un procès en déconnexion. Non, voilà, parce que... il y a un malaise politique qui est sans doute
beaucoup plus profond que ce que révèlent les données dures que indique Wilfried, c'est-à-dire la comptabilisation du nombre de manifestants, du nombre de jours de grève, etc. Ça, on est d'accord. Voilà. Et c'est ça qui n'est pas facile à penser, en fait. Mais c'est pas lié à Macron, c'est lié à l'ensemble. Non, c'est ce que je viens de dire. Encore une fois, le sujet ne date pas de Macron. L'impopularité des présidents de la République, pour Sarkozy, j'étais bien placé pour savoir, mais ça a été terrifiant. Et pour Hollande, pareil, Chirac, pareil. Mais l'impopularité de tout le monde, Bertrand. On est d'accord, l'impopularité de tout le monde. Mais c'est ce qu'avait dit, en fait, si on se souvient de l'interview qu'avait donnée Emmanuel Macron, alors je pense que c'était de mémoire en 2018 sur le Charles de Gaulle. Où en fait, il avait été interrogé justement sur déjà une espèce de premier bilan. On avait déjà une première crise de gilets jaunes. Et il disait, mon principal échec, c'est de ne pas avoir réussi à réconcilier la France et ses élites. Et je pense qu'on est véritablement là-dedans. À chaque fois dans les impopularités. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment qui n'a jamais été résolu il y a eux et nous. Et plus ça va, plus en fait la société s'horizontalise avec les réseaux, avec un mode de décision très immédiat, plus ce mode de fonctionnement des institutions qui est très vertical, et qui est identifié à un certain élitisme français, plus c'est compliqué. Qu'est-ce que tu as de moins vertical comme système de gouvernement à partir du moment où tu as une France en crise profonde? Mais complètement. Je ne justifie absolument pas ça, mais je pense que c'est un sujet qui est récurrent et qu'on voit en permanence se dérouler et qui a été accéléré, je pense, par la personnalité, par le fait que Emmanuel Macron, il cochait toutes les cases. Le plus jeune, pas issu d'un parti, qui n'a jamais eu d'échec. Jamais aucun. Il n'a jamais fait de traversée du désert. Et donc, il cristallise un peu l'envie. Le super bon élève qui réussit tout. Ouais. Et quand il parle avec un vocabulaire qui est assez châtié, avec une rhétorique et une dialectique qui est extrêmement précise. Effectivement, d'ailleurs, tous ses adversaires se reconnaissent qu'il est quand même loin d'être idiot. Et tout ça, effectivement, c'est un point de cristallisation d'énormément de choses, mais c'est très difficile à résoudre. Moi, je suis très heureux de ne pas être dans cette place-là. Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? Non, je dis juste que quand j'entends le quinquennat est fini, ça me fait penser aux 3-4 présidents de la République. Alors c'est une question que je voulais te poser, oui, ça. Oui. Encore une fois, Jacques Chirac, en 2005, quand il a perdu le référendum, il était dans une situation absolument invraisemblable. D'ailleurs, dans la logique des institutions de la Ve République, pas la Constitution, pas la lettre, mais la logique, il aurait dû démissionner. Ça, c'est un autre sujet. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est lequel, déjà, je dois dire, je suis perdu, 2005 sur la Constitution européenne. D'accord. C'est pas Maastricht, c'est celui d'après. Non, juste avant le traité de Lisbonne. D'accord. Voilà, exactement. Alors, donc voilà, à chaque fois, on nous fait le coup du président dont le quinquennat est terminé, il ne pourra plus réformer. En l'occurrence, comme tu l'as dit très justement, pour Chirac, il l'était dès le début de toute façon. Oui. C'est peut-être pour ça aussi, on l'a tellement dit pour Macron, que c'est peut-être pour ça qu'il a tenu absolument à taper du poing sur la table et à dire non, je vais avancer. C'était quoi tes autres références ? Hollande, oui, il y a eu El Khomri et derrière, qu'est-ce qu'il y a eu derrière El Khomri ? Pas grand-chose. Non, même avant, enfin, on a l'impression que voilà, et pourtant, et ça ne porte pas forcément, c'est pas forcément une opinion positive que j'ai de leur action. Enfin, ils ont continué à faire des choses. Enfin, l'État ne s'est pas arrêté. Non, l'État ne s'est pas arrêté, mais regarde, donc rentrons sur le. Ah oui, donc sur son allocution là et sur ce qu'il met en avant. Allocution ChatGPT avait dit, j'avais raté ça, mais Sophie Binet dit c'était tellement ça. Allocution ChatGPT, c'était tellement le recensement de tout ce qui avait pu être dit. Voilà, c'est ça, cadré. Améliorer les revenus des salariés, faire progresser les carrières, mieux partager les richesses, trouver des solutions à l'usure professionnelle. Bertrand, c'est des mots vides de sens. Alors, c'est des mots valises. C'est des mots valises, il n'y a rien dedans. Derrière, il y a un certain nombre de choses techniques. Par exemple, France Travail. Alors, vas-y, raconte-moi France Travail. Bon, c'est très technique. Non, c'est pas très technique, c'est mobilisation par bassin d'emploi. En gros, c'est l'amélioration de la synergie entre les différentes composantes du service public de l'emploi. Voilà, une fois qu'on a dit ça, non, mais c'est un levier efficace ou c'est finalement refaire Pôle emploi
Fusion, on l'a oublié, Unédic et... Non, c'est... Comment ça s'appelait, mon Dieu? Les ACIDIC. Et l'Unédic, les acidiques. ACIDIC, ouais, voilà, ACIDIC et c'est ça. NPE, oui, c'est ça. Et NPE, voilà, c'est NPE que je cherchais. Oui, d'accord. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'aussi efficace donc, c'est-à-dire qui ne change pas grand-chose fondamentalement à la donne? Si, quand même, la fusion a quand même simplifié énormément de choses, à la fois pour le chômeur, puis en termes de force de frappe globale du système, en termes de mobilisation du nombre de conseillers, ça a permis de dégager quand même des forces supplémentaires pour accompagner les salariés, quand même, pas les chômeurs. Non, globalement, ça a été une... Et France Travail, c'est une étape supplémentaire, alors? Oui, alors beaucoup moins importante, probablement, qui aura beaucoup moins d'effets. Et puis surtout, on reste toujours dans le jeu du service public de l'emploi, c'est-à-dire qu'on ne va toujours pas chercher des opérateurs privés qui participeraient au service public de l'emploi. On reste entre Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi, etc. Ça ne sort pas du petit univers service public de l'emploi au sens restreint, en fait. Les opérateurs privés, ce seraient qui, les opérateurs privés? Des entreprises de travail temporaire le font très bien. Toutes les boîtes d'outplacement pourraient s'occuper de chômeurs. Ouais, voilà, c'est ça. Tous ceux qui s'occupent des cadres, tous ceux qui s'occupent des cadres. D'abord, tous ceux qui s'occupent. Non, et tous ceux qui s'occupent des plans sociaux aussi. Ouais, c'est ça. Donc les Randstad, Alixio, etc. Enfin, l'ensemble de la outplacement. Voilà. Ensuite, il pourrait y avoir des protocoles, des critères de qualité, etc. Mais il faudrait mobiliser ces gens-là qui ont un maillage territorial extraordinaire et puis qui connaissent les entreprises, j'ose dire, même peut-être mieux que les conseillers de Pôle emploi. Ouais. C'est pas une insulte de dire ça. Voilà. Donc, je pense on reste petit bras sur le. Oui, mais c'est pour ça. Mais oui, mais c'est ce qui va dans le sens du quinquennat fini. C'est-à-dire, tu regardes donc dans ta loi travail, tu as France Travail, ok. Tu as, je sais pas si on a déjà parlé ça ensemble, ramener au travail les bénéficiaires du RSA. Oui, mais là on est dans le curseur aussi. Ce qui est quand même une ânerie. Non, mais c'est une ânerie, on est d'accord, Bertrand? Ça dépend ce qu'on appelle activité. S'il s'agit de les obliger à faire un certain nombre non. Les gars, ils vont aller tondre la pelouse sur les ronds-points. Non, mais si c'est ça s'appelle des contrats aidés. Et fort heureusement, d'ailleurs, ça a été une des grandes réussites de la politique de l'emploi. Les contrats aidés non marchands ont été quasiment éradiqués. Et regardez, le chômage a baissé. C'est amusant. C'est ce que disaient tous les économistes. Bon, ça, comme quoi, des fois, on raconte pas que des bêtises. Bon, donc, s'il s'agit de reconstituer des contrats aidés, évidemment, c'est une catastrophe. Mais c'est pas ça l'idée, apparemment. C'est de les obliger à faire un certain nombre d'actes d'insertion ou de formation. Ne serait-ce que de s'inscrire sur une plateforme, de faire des actes positifs et répétés de recherche d'emploi, de se faire contrôler, etc. Donc, c'est le bon sens. C'est-à-dire leur imposer. Mais c'est le bon sens. Mais il n'y a pas les gens autour pour les encadrer, Bertrand. Des gars qui sont au RSA, qui sont éloignés de l'emploi depuis 2 ans. Est-ce que tu vas aller d'abord, il y a ce sujet-là, mais puis aussi un sujet, c'est que c'est pas une révolution parce que c'est juste l'application de la loi. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le RSA, comme son prédécesseur, le RMI, n'est pas un minimum universel au sens économique. C'est une allocation en contrepartie d'efforts d'insertion. Et on oublie toujours, évidemment, cette contrepartie. C'est pas un revenu universel. C'est un filet de sécurité, mais en contrepartie d'efforts d'insertion. Donc en fait, ce dont parle le président de la République, c'est juste des modalités d'application d'une loi qui n'a jamais été véritablement appliquée. Sauf que non. C'est un revenu universel, en fait. Je suis d'accord avec toi. C'est revenu. C'est d'ailleurs et tu pourras pas changer ça. Tu n'as pas le nombre d'allocataires au RSA, ça m'échappe. Mais enfin bon, bref, plus d'1 million de toute façon. Et tu n'as pas l'encadrement nécessaire pour donner la moindre utilité à une activité que tu pourrais faire à ces gens-là. Tellement éloigné de l'emploi, Le pari de France Travail, mais qui sera sans doute pas suffisant, c'est de redéployer un paquet de milliers de conseillers de Pôle emploi, des missions locales, etc., pour aller justement vers ces publics qui ont effectivement besoin d'un accompagnement renforcé. C'est c'est l'un des paris de France Travail. Non, ça suffira certainement pas parce que je continue de penser qu'il faut mettre sur le coup beaucoup d'opérateurs de privés. Quand je dis privés, c'est ceux qu'on a les spécialistes d'outplacement, mais aussi les travailleurs sociaux, les associations, les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires, etc. Il y a tout un travail à faire. Ce n'est qu'à cette condition qu'on arrivera à ramener ces personnes au travail. Effectivement, là où tu as raison, c'est qu'il faut bien à un moment redéployer des gens. Mais il y a aussi une dimension coercitive que manifestement le président assume. On ne sait pas trop. Limites, on ne sait pas trop. Il n'en a pas reparlé, mais en tout justement. Cas, on sait pas je trop. sais qu'au niveau politique, ce sera sans doute un clivage entre l'aile gauche et l'aile droite macroniste. Mais enfin, je rappelle quand même, c'est juste l'application de la loi. On a oublié de le dire. Certes. Ça, c'est pas... T'as raison. C'est le seul fait de vivre en France
ne donne pas droit au RSA, en fait, et sous condition de... Il y a aussi une contrepartie. D'ailleurs, les personnes doivent signer un contrat d'engagement réciproque, et qu'on a complètement oublié. Contrat d'engagement réciproque. Il y a à peine la moitié des titulaires du RSA qui le signent. Quinquennat fini ou pas fini, En fait, Wilfried? j'ai l'impression que tous les quinquennats se déroulent d'une certaine façon de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une première année où on met en place la réforme la plus emblématique ou la plus difficile, en tout cas celle qu'on considère la plus saillante. Alors, par exemple, pour Nicolas Sarkozy, c'était la fameuse loi TEPA, travail, emploi, pouvoir d'achat. Pour François Hollande, c'était le mariage pour tous. Voilà, qui était considéré comme sa grande réforme sociétale. Et puis après, c'est la première année, le mariage pour tous? Oui, la première année. Et là, pour Emmanuel Macron, le premier quinquennat, c'était à la fois la fiscalité et la loi travail. Ouais. Et puis là, c'est la réforme des retraites. Donc on a cette première année. Ensuite, on a 3 ans où soit on gère effectivement... On peut quand même convenir... Non, c'est drôlement bien tes exemples, parce qu'on peut quand même convenir de ce que l'actuelle réforme des retraites est quand même bien inférieur en termes d'ambition à la loi travail, à la loi TEPA et au mariage pour tous. On est bien d'accord. 65 ans, ça aurait été ce qu'il avait annoncé pendant la campagne. Et d'ailleurs, qu'il lui avait coûté des points dans les sondages, on l'oublie, mais ça lui avait coûté des points. Ensuite, on a une grande phase où, effectivement, on gère soit les bêtises qu'on a faites la première année, donc c'est François Hollande, par exemple, c'est 75%. Ras-le-bol fiscal. Ras-le-bol fiscal, il faut peut-être gérer. Soit, effectivement, on essaie de se maintenir dans un entre-deux. Alors, il y a le fameux plan cancer ou sécurité routière de Jacques Chirac, qu'on a oublié, mais voilà, ça a été ce... Oui, mais dis donc, Wilfried, parce qu'il ne faut pas minorer ça, les radars. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est chiffré. Oui, là, non, j'y pense parce que là, il y a l'annonce par Darmanin qu'on arrête les retraits de points pour les petits excès de vitesse. C'est-à-dire, on abandonne la politique du chèque. J'aurais encore préféré presque qu'il fasse un chèque plutôt que de prendre une décision à ce point poujadissé. Mais passer de 5 000 à 2 500 morts par an, c'est quand même quelque chose de fondamental. On est d'accord. C'est fondamental, mais en termes d'impact général sur la vision du pays, par exemple, de l'extérieur, d'accord. On s'intéresse plus à le sujet du quotidien. C'est très important pour le quotidien. Ou alors, on est aux prises, on gère les chocs externes, et le président quinquennat a quand même été... Et Sarkozy aussi. Et Sarkozy, exactement. 2008, exactement. On doit gérer 2008, d'où la réforme des retraites trop tard, parce qu'effectivement, il fallait gérer la crédibilité financière de la France. Et puis, la dernière année, on prépare soit la réélection, soit... T'as raison. C'est intéressant. Soit la fin. Et on est là-dedans. C'est-à-dire qu'il savait que s'il ne le faisait pas dès cette année, forcément, la réforme des retraites ne passerait jamais. Et en plus, derrière, il y avait la Coupe du Monde de rugby, les JO, donc des éléments qui mettaient... en tout cas... Ils ne sont pas comparables en termes d'impact, les deux, la Coupe du Monde de rugby. Non, mais on s'en fout un peu, non? Les JO, je veux bien, mais Coupe du Monde de rugby... De l'extérieur, en particulier en Europe, alors pas dans les autres pays que l'Europe, mais l'Europe ou l'Océanie, va y avoir quand même beaucoup de caméras braquées sur la France. Donc, non, mais c'est pas le moment où avoir, par exemple, 10 000 tonnes de déchets dans Paris. Ouais, bof. Le rugby, bof. Bon. C'est un peu comme le hand, quoi. T'as quand même 10 pays qui y jouent, quoi. Non, ça devient beaucoup plus important que ça maintenant. Il va venir d'ailleurs Jacques Rivoal qui organise tout ça. Donc on est dans ce ancien patron du secteur automobile d'ailleurs. C'est marrant. Il y a quelque chose d'industriel quand même dans l'organisation d'une Coupe du Monde. Exactement. Et donc je pense qu'on est dans ce rythme-là avec l'humilité nécessaire pour dire. Il se passe toujours des choses dans les 4 ans à venir. Tu nous démontres que pas trop, en fait, Wilfried. Tu nous démontres que derrière, on gère le truc. Si choc externe. Non, juste rendre hommage quand même parce que, à François Hollande sur rapport Gallois 2013. Et ce qui est ma nouvelle marotte, c'est le plan fibre. C'est vrai. Tu te dis, t'es au courant de tout, toi. Non, c'est ma nouvelle ça, c'est ma nouvelle obsession. En 2013, il lance quand même un chantier à 35 milliards d'euros, qui est aujourd'hui terminé. Aujourd'hui, la France est fibrée. Aujourd'hui, plus de 90% des entreprises pourraient être raccordées. Le sujet, c'est que la moitié des chefs d'entreprise ne voient pas pourquoi ce serait utile. Donc, il y a derrière toute une... un change management, on dirait, à faire, mais là-dessus, moi, j'ai découvert, je tiens à rendre hommage à François Hollande là-dessus. C'est lui qui lance ça. La deuxième partie du quinquennat de François Hollande a été très clairement caractérisée par beaucoup des lancements, alors, qui n'ont pas tous abouti, mais en tout cas des lancements de chantier qui ont été après importants, et donc il était aussi très important de poursuivre ce qu'a fait le quinquennat précédent. Le climat des affaires s'est redressé à ce moment-là. Le chômage a commencé à diminuer
mi-2015. Ouais. Enfin voilà, bon, il y a eu la loi El Khomri du travail en 2016. La désindustrialisation a ralenti. Alors tout à même, fait. que François Hollande était au plus bas dans les sondages et vous pouvez considérer que c'était un canard boiteux au sens où il était empêché en fait. Mais il s'est quand même passé des choses. Mais absolument. Non, Donc on c'est peut vrai. jamais. Oui, tu as raison. Ça donne. Ce qui est vrai, c'est que le temps politique s'est accéléré. Le fait qu'un président ne puisse pas se représenter une deuxième fois, évidemment, ça en fait un canard boiteux assez rapidement. Donc c'est quand même un changement, une innovation absolument. dans la Constitution. C'est la première Ramener fois le qu'on se septennat au retrouve, quinquennat accélère aussi le temps parce que le président de la République est de facto chef de la majorité, ce qui n'était pas l'esprit de la Constitution initiale. Bref. Oui, Et là, en plus, il y a un non-sens fondamental dont on commence à voir les travers autour de la loi travail. C'est-à-dire, si tu considères, à la limite, ok, tu te rapproches d'un régime présidentiel et tu considères que le président est le chef de la majorité. Mais à ce moment-là, c'est pas possible de lui donner un mandat non renouvelable. Il peut pas être chef de la majorité s'il n'a pas un mandat renouvelable. C'est impossible. Et donc, il y a des incohérences. Il y a des incohérences profondes. Sauf que là, ce qui est en train de se passer, moi, ce que je lis, ce que je vois à droite à gauche, c'est sur cette fameuse loi sur le partage de la valeur. Donc, les syndicats ont fait leur accord national interprofessionnel. L'idée, a dit d'ailleurs le président de la République, c'est OK, on n'y touche pas, il a reçu Roux de Bézieux et les deux autres, OK, on n'y touche pas, on le transcrit dans la loi, sauf que les députés Renaissance ne veulent pas. Et donc, à un moment, eux, ils veulent leur loi partage de la valeur, ils veulent leur grande convention travail partage de la valeur, etc. Et tout. Et le président, qu'on le veuille ou non, il va être désarmé pour essayer d'imposer sa raison. Il n'a plus l'arme des investitures, il ne peut plus dire derrière, si vous n'êtes pas au cordeau, vous allez voir pour les législatives comment je vais vous traiter, parce que lui-même, aujourd'hui, est un canard sans tête, comme disent les Américains. Voilà. Donc ça, c'est... on est d'accord. Et ça, c'est ça la véritable innovation par rapport au précédent, que ce soit, bon, Hollande, on a su assez tardivement qu'il ne se représentait pas, mais Sarko, il n'avait pas fait mystère qu'il se représenterait. Et donc, c'est la première fois qu'on a un président en exercice qui est au cours de son second mandat et qui ne peut pas se représenter. Donc, c'est une situation un peu inédite. Bien sûr, mais il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis, puisque c'est le seul comparable, et c'est la paralysie totale. C'est le lame duck. Voilà, exactement. Donc là, il y a un risque, effectivement. On marque une pause, chers amis, on se retrouve dans un instant.